Hello again! Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de cette troisième saison autour de l'analyse de sensibilité de l'optimum selon les valeurs des paramètres initiaux du modèle. Alors j'espère que vous avez repris des forces et que votre petit café vous a réveillé, car vous allez peut-être en avoir besoin pour ce deuxième épisode. Après avoir étudié l'incidence de l'évolution du prix des ingrédients dans le premier épisode, nous allons maintenant aborder le deuxième volet de l'analyse de sensibilité de l'optimum, qui porte ici sur les conséquences des variations du niveau des contraintes imposées dans le modèle. L'étude des variations du niveau des contraintes nous conduira à développer les concepts de coût marginal et de contribution d'une contrainte, ainsi que la notion de plage d'invariance qui s'applique également au coût marginal. Si l'on revient à notre exemple poulet de chair, nous avons vu que dans la situation initiale petit 1, la teneur en énergie métabolisable de l'optimum au point C, 3094 kcal par kilo de mémoire, est supérieure au minimum EM1 demandé à 2900 kcal par kilo. Ainsi, l'augmentation du niveau de la contrainte d'énergie d'une valeur marginale epsilon ne modifiera en rien l'optimum qui restera au point C. Donc, pour la contrainte non saturée de minimum d'énergie, une variation marginale autour de ce minimum demandé ne changera rien à la formule. Le coût du mélange reste inchangé. Nous pourrions faire la même démonstration et arriver à la même conclusion pour la contrainte de maximum de cellulose brute. En conclusion, la variation marginale du niveau d'une contrainte non saturée n'a donc aucune incidence économique sur la formule. Mais qu'en est-il pour les contraintes saturées ? Dans l'exemple poulet de chair, que se passe-t-il si l'on relâche la contrainte protéine brute par rapport à la situation initiale petit 1 où l'optimum était au point C? Lorsqu'on diminue le niveau de la contrainte protéine, la fonction coût n'est plus bloquée au point C, qui est l'intersection avec la contrainte de poids. Elle est donc capable de suivre le déplacement vers le bas de la contrainte protéine jusqu'à la situation petit 2, au point D, sans que le contexte ne change. En effet, entre le point C et le point D, ce sont toujours les mêmes contraintes qui restent saturées, la contrainte de poids et la contrainte de protéines brutes. Ainsi, lorsque le niveau minimum de la contrainte protéine diminue, on peut passer du point C au point D, qui représente le maïs seul dans la formule. Il est bien évident qu'au point D, le mélange n'a plus les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Mais d'un point de vue purement calculatoire, puisque les contraintes saturées ne changent pas, il est possible de calculer l'impact des variations du contexte entre ces deux points. La teneur en protéines brutes du mélange passe alors de 21% au point C à 9% au point D, la teneur en protéines brutes du maïs seul, tandis que son coût passe de 184 à 157 € la tonne, le prix du maïs. Cela représente donc une économie de 27 € la tonne, correspondant à une diminution de 12 points du pourcentage de protéines, soit une variation relative de 2,25 € la tonne par point % de protéines. Cette variation du coût du mélange, correspondant à la variation d'une unité de la contrainte saturée, est appelée coût marginal de la contrainte. Le même raisonnement peut également s'appliquer à la deuxième contrainte saturée de notre exemple, la contrainte de poids. D'un point de vue calculatoire, il est possible de mesurer l'incidence d'une augmentation du niveau de la contrainte de poids depuis le point C jusqu'au point E, puisque les contraintes saturées restent les mêmes entre ces deux points, le poids et la protéine brute. On ne peut pas aller au-delà du point E, car la droite de coût bute alors sur le maximum de la contrainte de cellulose brute. Ainsi, lorsqu'on se déplace du point C au point E, le coût du mélange augmente de 184 à 214 € la tonne, tandis que la contrainte de poids passe de 1 à 1,22, soit une variation relative d'environ 30 € la tonne pour 0,22 unités de poids, soit un coût marginal de la contrainte de poids de 137 € la tonne par unité. Quand on est dans un contexte de minimisation de la fonction coût du mélange, il est assez intuitif d'imaginer que lorsque l'on est de plus en plus exigeant en élevant de plus en plus le niveau d'une contrainte de minimum, cette contrainte sera de plus en plus difficile à satisfaire et cela se traduira par un coût de mélange de plus en plus élevé. On peut faire l'analogie avec un champion de saut à la perche qui saute un peu plus de 6 mètres quand il est en forme. Si le niveau de la contrainte représente la hauteur de la barre, le coût du mélange représente alors l'effort développé par le perchiste pour passer juste au-dessus de cette barre. On considère ainsi que la contrainte est saturée. Lorsque la barre est à 4 mètres, l'effort du perchiste est modéré. Il devient plus important avec une barre à 5 mètres. Et quand la barre est à 6 mètres, le perchiste doit déployer toute son énergie pour réussir à la passer. En revanche, ce qui est moins intuitif, c'est que cette augmentation se fasse de façon discontinue.
La pente à l'intérieur d'un segment représente la variation du coût du mélange rapportée à la variation du niveau de la contrainte. C'est bien le coût marginal de la contrainte. Et ce coût marginal reste constant sur un même segment de droite, ce qui correspond à une plage d'invariance du coût marginal entre une borne inférieure et une borne supérieure du niveau de la contrainte. Bien évidemment, toutes choses restant égales par ailleurs. De plus, on constate qu'au fur et à mesure que le niveau de la contrainte de minimum s'élève et qu'on passe d'une plage d'invariance à l'autre, le coût marginal de cette contrainte saturée augmente. Si l'on reprend l'image du perchiste, quand la barre est à 4 mètres, l'élévation du niveau de cette barre de 10 cm induit un supplément d'effort relativement faible. Quand la barre est à 5 mètres, l'effort déployé pour ces mêmes 10 cm supplémentaires est un peu plus important. Et l'accroissement d'effort pour ces mêmes 10 cm supplémentaires est encore plus conséquent quand la barre est à 6 mètres. C'est bien ce que l'on observe pour le coût marginal d'une contrainte de minimum. À titre d'illustration, cette figure confronte pour différentes formules d'aliments composés les coûts marginaux de la contrainte de minimum de protéines qui sont comparables entre eux car exprimés dans la même unité, ici en euros la tonne, pour un point % de protéines. On voit clairement que l'incidence économique unitaire de la contrainte, mesurée par son coût marginal, est d'autant plus forte que le niveau de cette contrainte de minimum est élevé. Il est possible de généraliser ce principe. Lorsqu'une contrainte de minimum augmente, le coût du mélange augmente également. Le coût marginal est donc positif et la valeur de ce coût marginal s'accroît avec le niveau de la contrainte. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une contrainte de maximum, lorsqu'elle augmente, le système se libère progressivement et devient de moins en moins contraint. Donc, le coût du mélange diminue. Dans ce cas, le coût marginal, qui est la variation relative de l'un par rapport à l'autre, est alors négatif et sa valeur absolue diminue à mesure que le niveau de la contrainte s'élève. On peut trouver ici une autre analogie, cette fois-ci avec un prisonnier vivant dans un cachot. La contrainte de maximum représente le plafond du cachot et le coût du mélange correspond à la pénibilité de vie dans ce cachot. Si le plafond du cachot est à 1,20 m, alors la vie du prisonnier est insupportable. Si le plafond est à 1,50 m, la vie devient un peu moins pire, comme on dit. Mais avec un plafond à 1,70 m, certes, le prisonnier touche encore le plafond, la contrainte est saturée, mais seulement du bout des cheveux. La vie est alors un peu plus supportable. Et de la même façon que pour le perchiste, mais en sens inverse, une même variation marginale de plus ou moins 10 cm pour la hauteur de plafond n'a pas la même conséquence quand le plafond est à 1,20 m, à 1,40 m ou à 1,60 m. Ainsi, le coût marginal d'une contrainte saturée, appelée UI, représente la variation de la fonction objectif, delta Z, souvent le coût du mélange, rapporté à la variation delta BI du niveau de la contrainte saturée petit i. Ce coût marginal représente donc l'incidence économique unitaire de la contrainte. Il est exprimé en unité de la fonction objectif par unité de la contrainte saturée. Par exemple, en euros la tonne pour une UFL par kilo de matière sèche, ou en dollars par short tonne pour 1 mégajoule par kilo si on est aux USA, ou encore en euros par kilo de matière sèche pour 1 gramme de PDI par kilo. Le coût marginal est positif pour une contrainte de minimum et il est négatif pour une contrainte de maximum si l'on est dans un processus d'optimisation par recherche du minimum de la fonction objectif, par exemple en formulation à moindre coût. Mais attention, les signes des coûts marginaux s'inversent pour un processus de maximisation de la fonction objectif, par exemple quand on cherche à maximiser le revenu de l'éleveur. Les figures suivantes illustrent dans un contexte de minimisation du coût de la formule l'évolution du coût marginal quand le niveau de la contrainte varie à travers différentes plages d'invariance successives, encadrées chacune par une borne inférieure et une borne supérieure. Pour une contrainte de minimum, le coût marginal est positif et augmente à mesure que le niveau de cette contrainte s'accroît. À l'inverse, pour une contrainte de maximum, le coût marginal est négatif et diminue en valeur absolue quand le niveau de la contrainte s'élève. La largeur des plages d'invariance, d'une part, et la position des bornes inférieures et supérieures par rapport à l'optimum, d'autre part, peut varier d'une contrainte ou d'une situation à l'autre et traduisent le niveau de stabilité de l'optimum, illustré ici dans des formules porc-charcutier et poulet de chair. Pour l'énergie, la plage est 2 fois plus large dans la formule porc-charcutier comparée à la formule poulet, avec un optimum très proche de la borne supérieure. Pour la lysine, la plage est très étroite en poulet de chair avec l'optimum à la limite de la borne inférieure. Et pour les acides aminés soufrés, dans les deux formules, la plage est très large à droite de l'optimum. Cela nous permet d'orienter d'éventuelles autres simulations exploratoires. Dans certains cas, les niveaux des contraintes à respecter peuvent avoir un impact économique important.
À titre d'illustration, la variation de la contrainte de maximum d'humidité dans un mélange, imposée par la législation pour des raisons de bonne conservation du produit, a été testée ici dans une formule vache laitière, à travers son opposé, la contrainte de minimum de teneur en matière sèche du mélange. Dans le contexte de l'étude, il apparaît qu'en dessous de la valeur de 87% de matière sèche, cette contrainte n'est pas saturée, donc un coût marginal nul. En revanche, autour de la valeur de 88% de matière sèche, soit 12% d'humidité, la limite légale, 1 point % de cette contrainte coûtait environ 10 € la tonne. Et si l'on cherchait à se rapprocher d'un taux de matière sèche encore plus élevé, le coût de la contrainte montait en flèche, faisant grimper le coût du mélange de façon exponentielle. Nous avons vu précédemment que les coûts marginaux d'une même contrainte sont comparables d'une formule à l'autre, car leurs unités sont identiques. En revanche, les coûts marginaux de contraintes différentes ne sont pas comparables, du fait des différences d'unités. La comparaison de l'incidence économique de diverses contraintes ne peut se faire que sur la base de leur contribution au coût du mélange. Alors que représente cette contribution ? Eh bien, si une contrainte saturée BI a une incidence économique unitaire donnée par son coût marginal UI, et si à l'optimum, on apporte BI unités de cette contrainte, chaque unité coûtant UI, alors la contribution économique de cette contrainte à l'optimum sera le produit UI fois BI. Et si l'on raisonne sur l'ensemble des contraintes, la somme des contributions somme sur I des produits UI fois BI va représenter le coût total du mélange. Par conséquent, au sein d'une même formule, les contributions absolues UI fois BI des différentes contraintes sont comparables entre elles. En revanche, la comparaison de l'impact économique de différentes contraintes entre diverses formules nécessite de calculer la contribution relative de chacune qui fait abstraction des différences de coût de mélange entre formules. Si l'on applique ce principe à notre exemple poulet de chair, le calcul des produits UI fois BI donne les contributions des contraintes de protéines brutes et de poids, à savoir 47 € la tonne et 137 € la tonne respectivement, la somme de 184 € la tonne correspondant au prix du mélange. Chacune de ces deux contraintes représente donc respectivement 26 et 74% du coût total. L'analyse de la sensibilité des contraintes dans un exemple de la vraie vie peut nous apporter un certain nombre d'idées intéressantes que l'on pourra généraliser. Nous avons ici les résultats d'une formule poule-pondeuse dans un contexte de début du siècle, dans le cadre d'une étude d'impact de la suppression des farines de viande du fait de la législation post-vache folle. Sont regroupées ici les seules contraintes qui apparaissent saturées à l'optimum, des contraintes nutritionnelles, énergie, protéines, acides aminés, minéraux, etc., la contrainte de poids, mais aussi des contraintes de limite d'incorporation de quelques matières premières, dont le prémix. Le tableau précise pour chaque contrainte son unité, le niveau atteint à l'optimum, qui est égal au niveau demandé puisque ces contraintes sont saturées, leur coût marginal et leur contribution absolue et relative. Alors, que peut-on observer ? Le signe des coûts marginaux nous renseigne a posteriori, si besoin, sur le sens des contraintes. Certaines ont un coût marginal positif, donc ce sont des contraintes de minimum, par exemple énergie, protéines, acides aminés. D'autres ont un coût marginal négatif, donc ce sont des contraintes de maximum, par exemple matière grasse, certaines limites d'incorporation des ingrédients. De plus, la valeur des coûts marginaux mérite également une petite réflexion. Si l'on compare les coûts marginaux de la contrainte énergie, environ 40, et celui de la contrainte matière grasse, environ 1, en faisant abstraction de la différence de signe, alors peut-on dire que la contrainte énergie coûte 40 fois plus cher que la contrainte matière grasse ? Je vous laisse réfléchir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous avez le droit d'appuyer sur pause dans la lecture vidéo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, en fait, la réponse est non, car ces deux coûts marginaux n'ont pas la même unité. Certes, tous les deux exprimés en euros la tonne, mais le premier est rapporté à 1 mégacalorie dans 1 kg de mélange, le deuxième rapporté à 1 g de matière grasse pour 100 g de mélange. Si la contrainte énergie avait été exprimée en kilocalories par kilo, le minimum aurait été de 2800, soit une valeur 1000 fois plus grande. Alors son coût marginal aurait été 1000 fois plus petit, soit 0,040 € la tonne pour chaque unité. Je vous rappelle donc, on ne peut pas comparer les coûts marginaux de deux contraintes différentes car elles ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Les résultats concernant la contrainte de poids, somme sur J des XJ strictement égale à 100, méritent également un petit commentaire. En programmation linéaire, une contrainte de stricte égalité est en fait transformée en deux inéquations qui doivent être satisfaites en même temps. L'une de minimum,
somme sur J des XJ strictement supérieure à 100, en réalité strictement supérieure à 99,999999, et une autre de maximum, somme sur J des XJ strictement inférieure à 100, en réalité 100,00001. La combinaison des deux entraînant forcément un résultat strictement égal à 1. Or, ces deux contraintes ne peuvent pas être saturées toutes les deux en même temps. Soit c'est sur l'une, soit c'est sur l'autre que l'optimum bute. Ici, puisque le coût marginal de cette contrainte est négatif, on en déduit qu'à l'optimum, on bute sur la contrainte de maximum. La signification de cette contrainte de poids sera commentée un petit peu plus loin. Cette interprétation pour une contrainte de stricte égalité vaut également pour la limite d'incorporation du prémix, qui est un mélange d'oligo-éléments et vitamines, dont on impose ici une incorporation à 1% strictement, c'est-à-dire une contrainte pourcentage de prémix strictement égale à 1. Comme précédemment, cela revient donc à prendre en compte simultanément les deux inéquations opposées. Mais ici, puisque le coût marginal de cette contrainte est positif, c'est sur la contrainte de minimum que l'optimum a buté. Et si l'on en revient à l'incidence économique de ces différentes contraintes, ne pouvant pas comparer leurs coûts marginaux entre eux, on peut mesurer l'impact économique de chacune d'elles à travers leur contribution absolue, UI fois BI, ou relative exprimée en pourcentage du prix du mélange, ces contributions gardant le signe des coûts marginaux. Ainsi, il apparaît dans cet exemple que la contrainte énergie pèse très lourd dans le coût total, 98% du prix du mélange, que la contrainte de poids y contribue pour 30%, mais ici de façon négative, on verra ce que cela veut dire juste après, et que les contraintes azotées, protéines ou acides aminés ne représentent chacune d'elles que 10% environ du prix de la formule. Ces informations sont importantes pour interpréter la sensibilité de l'optimum et orienter les simulations exploratoires. Ainsi, il est possible de comparer les différentes contraintes pour différentes formules d'aliments composés, ici pour monogastriques, sur la base de leur contribution relative. Ces résultats montrent d'emblée que l'énergie est la contrainte qui coûte souvent le plus cher dans une formule. Il convient donc de la gérer de façon appropriée. Les critères azotés ne représentent ici que 30% ou moins du prix du mélange, les contributions des contraintes de minéraux étant encore plus faibles. De son côté, la contrainte de poids demande un commentaire particulier. Cette contrainte de poids est une contrainte de réalisme, dont on ne peut pas se passer quand on raisonne une formule sur la base d'une composition centésimale ou décimale. Son impact économique est donc en fait subi par le formulateur. Sa contribution économique apparaît soit négative, soit positive selon le signe du coût marginal, donc selon qu'il s'agira de la contrainte de maximum ou de la contrainte de minimum qui sera saturée à l'optimum. Ces résultats peuvent s'interpréter par des notions de concentration ou de dilution plus ou moins importantes des éléments nutritionnels des matières premières au regard du niveau des besoins de l'animal à couvrir. Si la contribution de la contrainte de poids est négative, c'est donc la contrainte de maximum, somme sur J des XJ strictement inférieure à 100 qui est saturée. Cela traduit une densité insuffisante des ingrédients pour pouvoir faire rentrer facilement le minimum des éléments nutritionnels dont l'animal a besoin dans les 100 kg de mélange. Autrement dit, si l'on pouvait disposer d'un peu plus que ces 100 kg maximum autorisés par la contrainte de poids pour apporter les éléments nutritionnels, par exemple 105 ou 110 kg, alors le coût du mélange en serait réduit. Mais bien entendu, ça n'est pas possible. On est strictement limité à 100 kg et cela a un impact qui est la contribution économique de la contrainte de poids. Ceci se répercute évidemment aussi sur les coûts marginaux des contraintes nutritionnelles qui sont plus difficiles à satisfaire et donc plus coûteuses. C'est notamment le cas pour les formules d'Inde et poules pondeuses dans cette illustration. A l'inverse, ici pour la formule poulet label, la contribution de la contrainte de poids est positive, ce qui revient à dire que c'est la contrainte de minimum, somme sur J des XJ strictement supérieure à 100, qui est saturée. Dans ce cas, compte tenu des besoins nutritionnels plutôt faibles et des valeurs d'aliments plutôt élevées, le système n'aura pas totalement besoin des 100 kg de mélange pour apporter les éléments nutritionnels nécessaires à l'animal. Peut-être que 88 ou 92 kg de mélange suffirait. Mais encore une fois, cela n'est pas possible. Le système doit satisfaire la contrainte de poids à 100 et fait donc rentrer des matières premières de l'Est, comme on les appelle, de faible valeur nutritionnelle, afin d'atteindre les 100 kg. Cela correspond à la contribution positive de cette contrainte de poids, associée souvent à des contributions peu élevées pour les contraintes nutritionnelles. Dans le cas ici d'une formulation de ration pour vaches laitières réalisée dans un contexte d'il y a quelques années, avec l'application Optimal V2 que vous allez utiliser,
On observe des contributions sensiblement voisines pour les contraintes de minimum d'énergie en UFL et d'azote en PDI. Effectivement, dans ce contexte, le prix des matières premières azotées était particulièrement élevé, conduisant à un coût marginal important pour la contrainte PDI. La contribution négative de la contrainte d'encombrement, UEL, s'explique de la même façon que précédemment pour la contrainte de maximum de poids. Il est coûteux, avec la capacité d'ingestion limitée de la vache laitière, de lui apporter ce dont elle a besoin en énergie, en éléments azotés et minéraux. Dans cette situation, le coût de la ration pourrait diminuer si la capacité d'ingestion des animaux pouvait augmenter, ce qui au passage est un des objectifs recherchés en sélection animale avec l'accroissement du gabarit des animaux. Alors, pour conclure sur cette partie, je reviendrai à la présentation matricielle d'un modèle de formulation que je vous ai décrit dans la première vidéo, avec une matrice des coefficients techniques, AIJ, un vecteur des contraintes, PI, et un vecteur de conjoncture économique, CJ, qui conduisent à une solution unique, le vecteur des niveaux d'incorporation, XJ. Après avoir étudié la sensibilité des niveaux des contraintes, il est maintenant possible de compléter ce modèle. En effet, chaque contrainte se voit attribuer un coût marginal, UI, qui représente son incidence économique unitaire. Nous avions calculé précédemment les contributions de chaque matière première, CJ fois XJ, dont la somme conduit au prix du mélange. Il est également possible de tenir compte de la contribution de chaque contrainte, UI fois BI, dont la somme aboutit aussi au coût du mélange. Le coût du mélange à l'optimum représente donc à la fois la contribution de toutes les matières premières, mais aussi la contribution de toutes les contraintes. Je vous avais susurré à l'oreille dans la deuxième vidéo que les contraintes saturées allaient jouer un rôle important en formulation. Vous venez d'en avoir ici une belle démonstration. Alors voici un petit résumé de cette deuxième partie. L'incidence d'une variation du niveau d'une contrainte dépend du type de contrainte, si elle est saturée ou non. La variation marginale d'une contrainte non saturée n'a aucun impact sur la formule. Si la contrainte est saturée, son incidence économique est mesurée par son coût marginal UI, qui représente la variation de la fonction économique rapportée à la variation de une unité de la contrainte. Dans le cadre de la formulation à moindre coût, UI est positif pour une contrainte de minimum. UI est négatif pour une contrainte de maximum. Ce coût marginal reste constant au sein d'une plage d'invariance quand le niveau de la contrainte est compris entre une borne inférieure et une borne supérieure. Sa valeur absolue change brutalement d'une plage à l'autre, à la hausse pour une contrainte de minimum, à la baisse pour une contrainte de maximum. L'unité du coût marginal dépend de la nature de la contrainte, donc les coûts marginaux des différentes contraintes ne sont pas comparables entre eux. En revanche, les contributions des contraintes, UI fois BI, permettent de les comparer entre elles au sein d'une même formule pour les contributions absolues ou entre formules pour les contributions relatives rapportées au prix du mélange. Très souvent, la contrainte d'énergie est la contrainte qui coûte le plus cher en formulation. La contrainte de poids, lorsqu'elle existe, a une signification particulière. Son incidence économique dépend du niveau plus ou moins important de concentration ou de dilution des ingrédients par rapport aux besoins des animaux. Enfin, la notion de dualité en formulation repose sur le fait que le prix du mélange représente à la fois la contribution cumulée de toutes les matières premières, mais aussi le cumul des contributions de toutes les contraintes. Et après ce très long deuxième épisode, vous avez bien droit à une petite pause pour aller vous oxygéner. On se retrouve donc juste après pour le dernier volet de notre passionnante saison 3. Merci pour votre attention.